Chers invités, chers collègues, chers étudiants, chers amis, nous allons démarrer la table ronde qui est consacrée aux enjeux de la diplomatie universitaire. Et pour ce faire, nous avons invité des spécialistes de l'international et de l'internationalisation. Quelques mots de présentation sur nos invités. Tout d'abord, nous avons avec nous son Excellence l'ambassadeur de France à Maurice, M. Emmanuel Coé, qui a rejoint ce poste depuis octobre 2017, après avoir servi dans différents pays, notamment les États-Unis, l'Autriche, la Corée du Sud, et puis plus proche de nous, la Zambie. Voilà, de 2014 à 2017, et qui a occupé également des fonctions dans l'administration centrale, puisqu'il a été notamment conseiller diplomatique au cabinet de Xavier Darcos, pour ne citer que, bien évidemment. Nous avons également avec nous vous l'avez entendu il y a quelques instants, le professeur Jacques Comby, qui est président de la Commission des relations internationales et européennes de la CPU, qui est également président de l'Université de Lyon 3, réélu en 2016, qui fait partie aussi du conseil d'administration de l'AUF et qui est géographe de formation, spécialiste notamment des questions de climatologie. Nous avons le plaisir également d'accueillir Monsieur Eustace Janqui, qui est le président de l'Université des Antilles depuis janvier 2017, qui a rejoint les Antilles depuis 28 ans, qui est spécialiste de gynécologie et obstétrique et qui a été également ancien conseiller économique, social et environnemental, auteur d'un rapport sur l'insertion des jeunes ultramarins sur les 11 régions inhabitées. Avec nous, le professeur Dan Jaideri, qui est Vice-Chancellor de l'Université de Maurice depuis mars 2017, avec lequel nous entretenons des liens, je dirais, importants et, je dirais, étroits pour le développement notamment de formations internationalisées. Il est chimiste de formation. Il a une action bien évidemment très importante à l'international puisqu'il est également membre du conseil de l'association des universités du Commonwealth. Il a également été vice-président du COMISA et notamment du conseil innovation de 2013 à 2015 et a reçu un certain nombre de distinctions. Il est notamment chevalier des palmes académiques, distinction qui lui a été décernée par la République française en 2007. Et puis nous avons avec nous M. Philippe Bataille, qui est directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie pour la zone océan Indien, avec lequel nous travaillons régulièrement aussi. Il a pris la direction de cette agence depuis 2013, après avoir été directeur général de l'École nationale de l'architecture de Nantes, puisqu'il est architecte, et il est également docteur en géographie, puisque il a travaillé également, il a rejoint notamment l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'il est spécialiste de géographie urbaine. Il a également reçu plusieurs distinctions, il est notamment chevalier de la Légion d'honneur. Ces 5 invités pour parler des enjeux de la diplomatie universitaire. Les objectifs de cette table ronde, ils sont triples. Le premier objectif, c'est tout simplement de mieux saisir ce concept de diplomatie universitaire. Le second objectif, c'est de mesurer son rôle en temps de paix. Et le troisième objectif, c'est de mesurer son rôle en temps de crise. Alors, première question, c'est tout d'abord la question de savoir qu'est-ce que la diplomatie universitaire. Une rapide définition, c'est comme vous le voyez un ensemble des actions universitaires qui sont à la fois internationales et transnationales, qui sont mises en œuvre bien évidemment par les universités, mais également plus généralement par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, avec un certain nombre d'exemples que vous pouvez découvrir, comme par exemple le développement de formations internationalisées ou alors l'installation de campus à l'étranger.
Cette diplomatie universitaire, elle doit être distinguée, pardon, merci, vous m'entendez? Oui. D'un certain nombre, je dirais, d'autres concepts. C'est tout d'abord un vieux concept, c'est, je dirais, donc une notion qui a été développée donc à la fin du XIXe siècle, et c'est une notion qui d'ailleurs a été forgée donc par les universités et par les grandes écoles donc à cette période. Ensuite, c'est vrai qu'elle a connu, je dirais, un peu de recul entre deux guerres, et elle bénéficie aujourd'hui donc d'un certain regain, avec bien évidemment donc le développement de l'internationalisation et du phénomène de globalisation. Elle doit être distinguée de différentes autres formes de diplomatie que l'on connaît, la diplomatie scientifique dont on parle beaucoup, la diplomatie culturelle, la diplomatie d'influence également, qui sont des nouvelles formes de diplomatie à côté de la diplomatie traditionnelle, si on veut bien faire une distinction entre la diplomatie hard power, qui est réservée donc aux États et qui est donc mise en œuvre par les ministres et par les ambassadeurs, et la diplomatie dite soft power, qui peut bien évidemment donc être exercée par différents autres acteurs. Cette diplomatie scientifique, qui est donc différente de la diplomatie universitaire, c'est une diplomatie donc qui est plus restreinte, qui est aussi plus contemporaine. Elle n'est qu'une composante finalement de la diplomatie donc universitaire. Et cette diplomatie scientifique, elle a donc été consacrée par un certain nombre de rapports, contrairement à la diplomatie universitaire, qui pour l'instant reste un concept qui n'est absolument pas consacré et sur lequel donc nous aurons peut-être l'occasion donc de revenir et nous poser la question de savoir s'il faut le consacrer ou pas dans le cadre de cette table ronde. Cette diplomatie universitaire doit être également distinguée d'un autre concept que l'on connaît, voilà, qui est, je dirais, donc plus commun peut-être, celui de la diplomatie culturelle, qui également donc est un concept assez ancien, qui lui aussi donc est consacré, et je dirais qui est probablement plus diffus aussi, puisqu'il s'agit de se servir de la culture, de l'art, et plus exactement de la langue, pour établir et consolider, voire développer des relations internationales. Enfin, la diplomatie donc universitaire doit se différencier de la diplomatie d'influence, qui est beaucoup plus globale, puisqu'elle va utiliser donc plusieurs véhicules, elle va utiliser donc plusieurs réseaux pour pouvoir effectivement donc permettre le développement des relations internationales. Deuxième point, après avoir, on va dire, circonscrit, ou plus précisément donc brosser les contours de ce que pourrait être la diplomatie universitaire, la première question, c'est finalement de savoir quel est exactement son rôle et comment on peut le mesurer. On peut le mesurer tout d'abord en temps de paix, et puis on peut le mesurer également en temps de crise, et nous le verrons donc dans un instant avec nos différents intervenants. Tout d'abord en temps de paix, et je dirais qu'il y a trois, axes de développement de cette diplomatie universitaire. Tout d'abord, le développement des territoires, ensuite le développement des sciences, et puis enfin le développement d'une culture de paix. Sur le développement des territoires, nous avons, je dirais, trois facteurs favorables au développement de la diplomatie universitaire. Nous avons tout d'abord un cadre normatif qui est incitatif, et en particulier, je dirais, pour les universités ultramarines, qui, je dirais, sont investies finalement de cette possibilité de faire de la diplomatie universitaire, puisque nous avons au sein du Code de l'éducation un article qui est l'article L123.7. Excusez-moi, je reviens au texte, mais c'est sans doute mon côté juriste, voilà, qui justement permet donc aux universités qui se situent donc dans les territoires ultramarins, c'est-à-dire qui relèvent de l'article 73 de la Constitution française, d'œuvrer pour le rayonnement international de ces territoires. Et puis nous avons différentes lois récentes qui vont pouvoir asseoir également donc cette possibilité, je dirais, de développer la diplomatie universitaire, et en particulier la loi NOTRe et la loi Letchimy donc de 2016. Deuxième facteur favorable au développement de cette diplomatie universitaire et au rayonnement des territoires, c'est tout simplement l'environnement économique et l'environnement social qui est porteur.
en particulier, je dirais, pour la zone océan Indien, puisque comme vous pouvez le voir, cette zone océan Indien, eh bien, elle représente 75% donc, des exportations de l'Union européenne et elle pèse 25% donc, du trafic mondial, ce qui est extrêmement conséquent, avec, je dirais, des perspectives en faveur de la francophonie, puisque à horizon 2050, eh bien, nous devrions avoir un bassin de 60 millions d'habitants proches de la francophonie. Enfin, dernier facteur favorable au développement de la diplomatie universitaire dans la zone, mais également qui vaut pour l'ensemble des territoires ultramarins et qui n'est pas des moindres, c'est bien évidemment le levier financier et le programme Interreg, notamment en ce qui nous concerne le programme Interreg 5 Océan Indien, qui sur la période 2014-2020, eh bien, se portait donc à hauteur de 63,2 millions d'euros, avec un volet donc, de coopération transfrontalière et un volet de coopération transnationale. Deuxième aspect de développement de cette diplomatie universitaire, elle sert plus exactement donc au développement des territoires, elle sert également au développement des sciences et on y reviendra. C'est l'idée tout simplement eh bien, qu'il existe différentes problématiques, et on en a parlé tout à l'heure, eh bien, qui nous réunissent, qui sont communes donc, à tous les pays, qui sont communes à tous les chercheurs, qui sont par exemple eh bien, la problématique de l'eau, la problématique de la sécurité alimentaire, la problématique de la santé, celle de l'énergie, celle du climat, et dont on a compris tout à l'heure qu'il s'agit donc d'apporter une réponse qui soit cohérente et globale. Et c'est également l'idée qu'il existe un langage commun entre les chercheurs, et sans doute la science est l'occasion, je dirais, eh bien, d'ouvrir la porte à plus de dialogue et, in fine, de parvenir au dernier objectif, je dirais, de la diplomatie universitaire, c'est celui donc de développer une culture de la paix et une culture de la coexistence des peuples, c'est-à-dire c'est renouveler les formes tout simplement de la diplomatie et tout simplement intégrer plus exactement donc l'expérience de l'autre, ce qui correspond bien évidemment aux objectifs notamment de l'UNESCO et de la Convention de l'UNESCO donc de 1998. Et enfin, dernier aspect, puisque le temps court et qu'à l'international, la première chose que l'on apprend, c'est l'adaptation, eh bien, tout simplement, c'est de mesurer le rôle de la diplomatie universitaire en temps de crise. Nous allons y revenir. La diplomatie universitaire, lorsqu'il existe une rupture des relations diplomatiques entre les pays, eh bien, c'est une forme de diplomatie donc, qui persiste. C'est donc, certains diraient, un substitut de la diplomatie traditionnelle, d'autres diraient que c'est un relais de cette diplomatie, et on a plusieurs exemples, d'abord passés et surtout récents, et on va y revenir, notamment, je dirais, lorsque les relations diplomatiques sont tendues ou alors carrément rompues, c'est l'exemple notamment donc avec la Syrie, ça pourrait être l'exemple aussi avec la Turquie, ça pourrait être l'exemple encore avec la Russie, et plus proche de nous, eh bien, ça pourrait encore être un exemple notamment avec les Comores. Voilà donc très rapidement, je dirais, quels sont donc les objectifs de cette table ronde. Je vais maintenant donc donner la parole à nos invités. Je crois qu'il y a deux questions, à mon avis, que l'on peut se poser, bien évidemment, pour aller plus loin. C'est de savoir, comme je vous le disais donc en introduction, s'il faut consacrer ce concept de diplomatie universitaire, qui ne l'est pas par rapport à la diplomatie culturelle, à la diplomatie scientifique. Voilà, donc c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut lui donner une véritable autonomie aux côtés donc de ces formes de diplomatie voilà, qui, je dirais, pour l'instant, sont des instruments privilégiés du rayonnement et de l'influence de la France dans le monde. Voilà. Et deuxième question, bien évidemment, si l'on s'oriente, je dirais, vers la consécration donc, de ce concept et le développement, je dirais, d'une diplomatie universitaire autonome, eh bien, quels sont les outils et les moyens dont nous devrions donc disposer pour pouvoir, je dirais, encore plus développer donc cette initiative diplomatique. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et je vous propose tout de suite donc de passer la parole
aux intervenants pour reprendre donc ces différents items et notamment donc mesurer les effets de cette diplomatie universitaire dans le développement du territoire. Et pour commencer, donc, je vais céder la parole donc à Monsieur Janqui, qui est président de l'Université des Antilles. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer Frédéric Migranville de son invitation, Gilles Lajoie aussi, président du CAC, mesdames et messieurs les politiques, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues, chers amis. Nous avons, un des objectifs de ces deux journées, c'est réussir à la fin de pouvoir concrétiser le réseau des universités ultramarines. Or, aujourd'hui, le thème de cette matinée, c'est l'ancrage des universités dans leur environnement. Alors, vous allez me dire que ce sont deux choses différentes, mais en réalité, non, les deux actions sont complémentaires. On ne peut pas rester franco-français ni franco-européen. Nous sommes 6 universités ultramarines et nous sommes dans des continents différents, nous occupons tous les océans. Nous avons donc un environnement tout à fait différent, très différents les uns des autres, et nous devons nous ancrer dans notre environnement. Je crois que c'est la première chose, c'est que les universités ultramarines soient ancrées dans leur environnement. Et c'est pour cela que justement, aujourd'hui, on ne parle pas des relations entre les universités ultramarines et entre les universités françaises. La diplomatie, c'est avec les autres, avec les universités étrangères. Donc, un président d'université, dans son environnement, est un ambassadeur. Il doit chercher à accroître la visibilité de son université et son attractivité par le biais de ses formations, des formations très spécialisées, par exemple, je dirais les formations internationales en ligne, les formations en langue, les formations innovantes, mais aussi les formations professionnelles qui intéressent les pays du bassin où se trouve l'université. Le président doit accroître aussi son université, l'attractivité de son université par sa recherche. Et notre présentatrice a bien parlé de la diplomatie scientifique. Il doit favoriser la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants et des enseignants-chercheurs, mais aussi accueillir. Il faut savoir que les étudiants que nous accueillons sont nos ambassadeurs, l'ambassadeur de nos universités, mais aussi sont des étudiants touristes ambassadeurs du territoire où ils ont fait leur mobilité. Le président doit favoriser les liens de recherche et nous avons des outils qui nous permettent de favoriser cette mobilité. Nous avons Erasmus+, nous avons nous aux Antilles, nous sommes dans un bassin un petit peu différent, nous avons le projet avec le Canada, les États-Unis, Erasmus, Caraïbes qui nous permet de travailler avec notre bassin caribéen, permettre à nos étudiants de partir dans la Caraïbe, mais aussi venir chez nous se former. Il faut savoir qu'à l'Université des Antilles, nous avons la culture caribéenne et la barrière de la langue, telle qu'on en parlait il y a quelques années, n'existe plus. C'est d'autant plus qu'on a complètement modifié notre manière d'enseigner dans tous les semestres de la licence jusqu'au master. Il y a une langue vivante, une langue étrangère vivante. Ça, pour nous, c'est davantage l'anglais. Et avec l'anglais, nos étudiants voyagent très facilement. Alors que nous, dans ma génération, on n'avait pratiquement pas de l'anglais dans nos formations. Donc vous voyez que les choses ont beaucoup évolué et cela favorise l'intégration des universités dans leur bassin. L'idéal est de favoriser les co-diplomations avec les universités étrangères et je dirais que le premier point, c'est de faire des thèses en co-tutelle et après, les chercheurs qui se réunissent autour de ces thèses sont habitués à travailler et peuvent réagir et répondre à des projets ambitieux de recherche au plan national et au plan international. Mais comment ce dispositif, comment ce lien entre les universités ultramarines et leur bassin,
comment cet outil pourrait permettre de développer la diplomatie au niveau des territoires, comment cet outil peut favoriser le développement du territoire. Moi, je pense que cette diplomatie est importante, surtout quand dans le bassin où se trouve l'université, on partage un certain nombre d'éléments, des éléments communs, des problématiques communes. Et je veux parler des problèmes des risques naturels, les énergies, les problèmes de maladies émergentes, vous en avez parlé, mais aussi l'histoire et la culture. Quand on a tous ces éléments en commun, on a la capacité de travailler ensemble parce que nous avons les mêmes problématiques. Et je ne vais pas être trop long parce que c'est une table ronde, peut-être que je vais revenir. Nous avons actuellement le problème des sargasses dans les îles et peut-être aussi pas loin de chez vous. Les sargasses sont des algues brunes, sont des algues qui ternissent véritablement la qualité de nos côtes, et ces sargasses font fuir les touristes. Or, nos îles, nos pays vivent beaucoup du tourisme. Actuellement, il y a des projets de recherche au niveau de la Caraïbe, cela veut dire avec l'ensemble des chercheurs des universités de la Caraïbe, sur ces sargasses. L'objectif, c'est de trouver une explication à ce phénomène, à mettre en place des projets scientifiques allant jusqu'à la valorisation des sargasses. Et par la même occasion, nos territoires vont bénéficier, parce qu'en réalité, dans cette diplomatie universitaire, nous avons quand même un lien avec nos territoires. Cette diplomatie universitaire qui met en place des projets de recherche va permettre à nos territoires de se débarrasser peut-être définitivement de ces sargasses et rayonner à l'échelon national, voire international. Il y a d'autres projets, d'autres actions qui sont menées dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la santé. Et vous savez que nous sommes des territoires où il y a toutes les maladies émergentes, toutes les maladies virales. Et dans nos territoires, nous avons de la recherche sur ces maladies. Et quelle que soit l'université qui se trouve dans ce territoire, dans ce bassin, il y a de la recherche sur la santé. Et c'est toutes ces recherches mises en commun qui vont permettre au territoire de se développer et peut-être d'être mieux approprié, mieux équipé pour lutter contre ces maladies qui sont quelquefois destructrices. Nous avons un exemple assez récent. Vous savez, comme chez nous, nous avons un vaccin, le vaccin contre le cancer du col, et tous nous utilisons ce vaccin contre le cancer du col. Or, nous sommes dans des bassins différents, avec des virus qui sont différents. Ce ne sont pas les mêmes que nous avons dans l'Hexagone ou alors aux États-Unis. Il y a des équipes qui ont travaillé sur ces virus, sur ce vaccin, dans la Caraïbe et chez nous en Guadeloupe. Et on s'est rendu compte que les virus qui sont impliqués dans le cancer du col ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Et actuellement, nous sommes obligés d'adapter le vaccin à notre territoire. Ce qui veut dire, à partir de la recherche, nous avons créé une dynamique et les territoires en bénéficient parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes vaccins, on va protéger notre population. Enfin, Madame, vous avez parlé des projets Interreg. Les projets Interreg, contrairement à l'origine, c'était des projets où il n'y avait que les collectivités. Les collectivités émergeaient et on oubliait complètement les universités. Maintenant, dans ces projets Interreg, il y a une partie recherche. Et cette partie recherche rassemble les universitaires. On ne peut plus faire un projet Interreg actuellement sans impliquer les chercheurs. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous participons à ces projets Interreg, nous participons à cette diplomatie que nous mettons en place, à un éclairage des politiques sur les différents projets, mais aussi à un éclairage sur les différents phénomènes, les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer au niveau des bassins dans lesquels se trouvent nos universités. Voilà, donc je pourrais continuer un peu plus, mais je voudrais dire avant de terminer, et je reviendrai si c'est nécessaire, hors sujet, je dirais hors sujet parce qu'en réalité nous sommes dans la diplomatie, et la diplomatie concerne les universités étrangères.
Je voudrais dire 2 mots sur les problèmes sociétaux et insulaires de nos départements et territoires d'outre-mer. Ces problèmes sont souvent les mêmes. Nous avons à peu près les mêmes problèmes sur ces territoires. Ces problèmes nous incitent véritablement à établir des liens forts par le biais du réseau ultramarin, des universités ultramarines que nous souhaitons mettre en place. Nos universités ne sont pas riches. La mutualisation des moyens par le biais de plateformes numériques nous permettra peut-être de faire certaines formations ensemble, des formations communes. La mise en commun aussi de nos recherches nous permettra d'être plus forts et de répondre à des projets internationaux, des projets nationaux. Et l'actuel projet sur l'EUR est un bon exemple de travail en commun entre les universités ultramarines. Ce projet n'a pas encore abouti, mais il aboutira, c'est prévu dans le livre bleu, et j'espère vraiment que c'est un début du travail que nous allons mettre ensemble. Ce n'est qu'un début, et même si les premiers projets sont difficiles, le premier a été un peu difficile, nous avons essuyé les plâtres, mais nous avons appris à travailler ensemble. Après, ce sera certainement plus facile de conduire des projets ensemble, de faire ensemble des formations, de mettre ensemble nos moyens pour mieux avancer, pour avancer peut-être plus vite et être une force de proposition, non seulement pour la CPU, mais aussi pour la France, pour la présidence tout entière. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons vu comment effectivement la diplomatie universitaire pouvait bien évidemment contribuer au développement des territoires et notamment à la construction d'un écosystème régional. Puisque le temps court, je vous propose bien évidemment donc pour que puissions nous avoir une vraie discussion, donc à la fois avec les intervenants, avec la salle, peut-être de réduire un petit peu donc les différentes interventions donc sur les thématiques prévues, voilà, de façon à ce que nous puissions vraiment donc échanger sur les enjeux donc de la consécration de cette diplomatie. Et donc le deuxième point, bien évidemment, est la deuxième forme, je dirais, dans laquelle s'exprime le développement de la diplomatie universitaire, c'est bien évidemment le développement des sciences. Et pour ce faire, donc, nous avons donc Donja Ederi qui va pouvoir donc nous en parler. Donc, je l'appelle tout de suite. Vice-chancelleur de l'Université de Maurice. Merci. Monsieur l'ambassadeur de France à Maurice, messieurs les présidents de l'université, monsieur Philippe Bataille, directeur de l'AUF, Océan Indien, monsieur le président de l'Université de La Réunion, messieurs, dames, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Je crois que c'est ma première visite officielle à La Réunion, même si dans le passé j'ai travaillé très étroitement en tant que chercheur avec différents groupes à l'Université de La Réunion et au CIROI. Je disais à monsieur l'ambassadeur dans l'avion, il y a des années où j'ai fait peut-être 15 à 20 voyages aller-retour entre Maurice et La Réunion, soit sur des soutenances de thèse ou alors sur des projets de collaboration. Donc c'est une grande expérience avec La Réunion qu'on continue toujours. Donc très content d'être là aussi pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez nous à Maurice. Voilà. Je voulais situer mon propos dans un contexte un petit peu d'évolution de nos universités. Nos universités ne sont pas uniquement des endroits où on prodigue donc de la connaissance, mais nos universités sont de nos jours étroitement liées au développement donc économique de nos pays. C'est quelque chose donc d'extrêmement important. Dès lors qu'on nous associe au développement national, je crois qu'il va de sens de dire que qui parle de développement national parle aussi de diplomatie internationale. Donc pour moi, c'est quelque chose à ne même pas donc réfléchir, c'est quelque chose d'évident de se situer dans un cadre régional, international.
Donc, à l'Université de Maurice, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en place une politique non seulement orientée vers donc, la recherche, davantage de recherche, mais aussi à encourager l'entrepreneuriat. Je suis un peu chimiste, donc les chimistes aiment bien parler en termes d'alliage. Et quand on est, en anglais on appelle ça donc le blending. Faire du blending, c'est ce que le chimiste sait faire, et donc on aime bien arriver avec des formules un petit peu où on allie non seulement donc la recherche, mais aussi l'aspect entrepreneurial qui est extrêmement important, et aussi adapté au contexte de nos pays, de nos îles. Et donc c'est dans ce cadre-là que je développe l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter le nombre de doctorants, faire passer de 200 doctorants à l'heure actuelle à 400 d'ici 2021. Ça veut dire augmenter donc, les collaborations en matière d'université-industrie. Ça veut dire aussi augmenter les financements à la recherche et, de manière très importante, promouvoir donc, les collaborations à l'international. C'est quelque chose, c'est une des stratégies de développement de cette vision de recherche et d'entrepreneuriat. Donc, à l'Université de Maurice, on a mis en place depuis donc, une année, on a mis en place des pôles de recherche. La recherche était un petit peu donc, éparpillée. On a essayé de regrouper un petit peu tous ces enseignants-chercheurs au sein donc, des pôles. Nous en avons identifié un certain nombre, sachant qu'on ne peut pas bien sûr multiplier ces pôles de recherche. Il faut être donc réaliste, mais avec l'idée que donc une année plus tard, on irait vers la création des pôles d'innovation. Et donc nous sommes là après donc une année. Nous avons ces pôles qui commencent à évoluer petit à petit vers des pôles d'innovation. Et là, c'est très intéressant parce que nous trouvons qu'à l'Université de Maurice, nous voyons émerger 5 pôles. Pôle de la santé, pôle agriculture, ressources marines, énergie renouvelable, bien sûr technologie numérique et intelligence artificielle, mais nous voyons aussi un 5e pôle sur tout ce qui est socio-économique et bien sûr tourisme. Et je me réjouis parce que ces pôles que nous mettons en place rejoignent parfaitement ce que vous aviez dit, Monsieur le Président, sur les problématiques auxquelles vous faites face chez vous, dans vos îles, qui sont finalement les mêmes. Et quand on réalise que autour de ces pôles, c'est en fait le développement économique de nos pays qui est en train de se jouer. À Maurice, on met énormément d'accent dans la promotion actuellement donc de la santé, une médecine moderne, énormément d'accent dans la promotion de tout ce qui est donc numérique, qui devient un des piliers de notre économie, sans compter bien sûr donc, le tourisme, évidemment tout ce qui est agriculture et ressources marines, c'est un plus que nous avons dans notre région. Donc vous voyez que tout ce qu'il y a là, ça ne concerne pas uniquement Maurice, mais ça concerne la région et ça concerne l'international. Et donc, alors je passerai là-dessus, je voudrais être le plus terre-à-terre possible et vous donner quelques exemples de ce qu'on est en train de faire avec la région ou avec la France, même si on a beaucoup d'autres collaborations avec d'autres pays aussi. Nous sommes par exemple très impliqués à l'Université de Maurice avec le CIROI dans une étude actuelle de ce qu'on appelle médecine régénératrice, donc génie tissulaire. Nous sommes en train à Maurice nous avons donc des projets de fabrication des échafaudages que nous ne pouvons pas tester malheureusement chez nous in vivo. Le CIROI, l'Université de La Réunion possède tout ce qu'il faut pour faire des études in vivo et en ce moment, à l'heure actuelle,
des études sont en cours pour tester nos échafaudages chez la souris au sirois. Donc ça, c'est très concret. Nous avons, après la première campagne qui a été réalisée il y a une dizaine de jours, des résultats extrêmement concluants concernant la biocompatibilité de nos échafaudages chez la souris. Donc, vous voyez, ce sont des choses concrètes que nous mettons en place. Alors là, il s'agit, dans ce projet d'études in vivo, il s'agit là de mutualiser donc nos efforts. Il y a des choses qu'on peut faire chez nous, qu'on ne peut pas faire à La Réunion. Sachez que dans ce projet donc des nanotechnologies, nous avons contribué à, comme on dit en anglais, to build capacity. Donc nous avons contribué à la direction d'une thèse en co-tutelle où une étudiante de La Réunion a été formée chez nous dans tout ce qui est donc nano, pour ensuite appliquer cela ici à La Réunion. Donc c'est aussi échange d'étudiants et échange de participation au développement donc, des différentes compétences. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'une collaboration que nous avons mis en place avec l'INP de Toulouse dans le domaine des eaux et de l'environnement. Nous travaillons étroitement pour la mise en place à Maurice avec l'aide de Toulouse, d'un observatoire, donc OMAFE. C'est un grand projet entre Toulouse et l'Université de Maurice, avec des échanges de doctorants, avec des échanges de chercheurs, avec des visites assez régulière de chercheurs donc de Toulouse. C'est un projet qui marche très bien. Sans rentrer dans trop de détails, tout un plan a été mis en place, très élargi, non seulement qui comprend la recherche, mais qui va aussi à toute la partie impact sociaux, donc économique, ce qui est extrêmement important. Donc, comment, ici aussi dans ce projet-là, faire que nous puissions développer des choses avec d'autres que nous ne pouvons pas nécessairement faire tout seuls, et comment aussi enrichir notre personnel à l'Université de Maurice. Alors, troisième projet qui est important, c'est à nouveau un projet avec donc La Réunion, qui comprend plusieurs partenaires, le projet Calireg, où nous avons là non seulement donc l'Université de La Réunion, mais aussi les Comores, donc Madagascar et d'autres encore, pour ensemble développer tout ce qui touche à donc l'alimentaire et donc à la qualité. Nous avons accueilli l'an dernier la conférence Calireg à Maurice. Ça, c'est un réseau qui marche très très bien et qui regroupe donc ces différents partenaires. Et là, c'est quelque chose qui apporte énormément. Vous savez que dans nos pays, développer tout ce qui est contrôle qualité en matière agricole, développer de nouveaux produits, développer aussi faire le lien avec donc les ressources marines. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, d'algues. C'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Nous utilisons les algues, et en particulier les algues brunes, précisément dans les matériaux que nous développons. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, on pourrait éventuellement donc, en discuter avec vous aussi sur l'utilisation de ces ressources que nous avons dans nos pays. Je voudrais aussi... Alors, vous voyez, ce sont donc les thématiques qui sont développées autour de Calireg, sûreté des aliments, appui aux filières et aux entreprises, etc., etc. Sans rentrer dans trop de détails. Aussi, un quatrième exemple que je voudrais citer, ça s'est passé hier, après une année de discussion, de brainstorming.
nous avons signé hier à l'Université de Maurice un accord avec Paris Seine, Cergy-Pontoise. Nous avons signé donc cet accord et qui va commencer avec des thématiques comme donc, les mathématiques et la finance, l'informatique, le tourisme et aussi l'entrepreneuriat. Paris Seine a un gros volet entrepreneuriat et nous souhaitons apprendre d'eux. Ils ont déjà développé des Fab Labs. Nous avons commencé à mettre en place des Fab Labs depuis une année, imprimantes 3D, etc. Donc nous souhaitons apprendre d'eux pour aller encore plus loin dans la réalisation de ces Fab Labs, ou ce qu'on appelle chez nous donc incubateurs. Autre exemple, pour terminer, d'exemples concrets donc, de collaboration. Nous avons mis en place, conjointement avec l'Université de La Réunion et avec Anne-Françoise qui a fait plusieurs visites chez nous, nous avons mis en place, et on espère que ce grand projet de programme tripartite avec La Réunion d'une part et l'Université de Murdoch à Perth en Australie d'autre part, avec Maurice au centre, géographiquement, hein, on arriverait à programmer ce master en diplomatie internationale et donc le commerce à partir de janvier 2019. C'est presque, on a presque finalisé. C'est pas simple à mettre en place. Déjà en 2 universités, c'est pas tellement évident. Mais là, ça va être en 3 universités, avec un semestre à Maurice, 1 à La Réunion et 2 à Murdoch. C'est quelque chose d'assez ambitieux que nous avons mis en place. Et bon, nous en sommes fiers. Hein. C'est grâce aux efforts de nos amis à La Réunion et nos amis à Murdoch, avec de nombreuses discussions par Skype, nous avons mis en place cette formation qui sera une formation bilingue et aussi assez unique dans le monde, parce que je crois que c'est la première formation qui montrera le côté francophone de la diplomatie et le côté anglophone. Donc nous serons peut-être uniques dans cette formation-là à travers le monde. Donc c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons aussi cet aspect unique à montrer aussi au monde que l'océan Indien peut aussi vivre et peut aussi être créatif dans le domaine donc, universitaire. Voilà, c'était, je pense, mon dernier slide. En tout cas, pour moi, c'est non seulement, bien sûr, donc la région, mais aussi accroître nos collaborations avec les universités françaises. Nous en avons déjà développé là avec Paris Seine et d'autres encore. Et je serais très content de discuter avec vous, cher Président, de tout ce qu'on peut faire ensemble et éventuellement avoir, pourquoi pas, des programmes en commun, ce qu'on appelle chez nous les dual degree, donc programs. On est en train de regarder aussi beaucoup dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup Danjai. Donc vous voyez qu'on a même intégré donc finalement donc la diplomatie, je dirais, au sein même de notre offre de formation. Voilà, et c'est vrai que ce dernier projet qui montre finalement qu'on peut avoir des stratégies d'internationalisation différentes, eh bien n'empêche pas, je dirais, le développement bien évidemment donc de programmes communs de formation. Le dernier axe, je dirais, de développement donc, de la diplomatie universitaire en temps de paix, c'est aussi un des rôles des universités qui est celui de défendre une approche inclusive de l'université, alors sur son territoire et puis plus généralement dans son bassin. Et c'est l'idée aussi donc, de pouvoir permettre, grâce à une mobilité donc, des étudiants, grâce à une mobilité des enseignants-chercheurs, eh bien, de pouvoir promouvoir donc, une certaine culture de la paix. Et qui aurait pu en parler mieux, donc Philippe Bataille, qui est donc le directeur de l'agence universitaire de la francophonie à Madagascar et qui est donc directeur régional pour la zone océan Indien. Merci, Madame la vice-présidente. Chère Anne-Françoise, grâce à vous, je viens de changer de prénom.
Ah, j'ai entendu Gilles, moi. Donc c'est un problème de surdité, alors. C'est l'âge, c'est pas grave. Vous me permettrez d'économiser les salutations protocolaires, puisqu'on est déjà un certain nombre et qu'on nous a dit qu'il fallait nous adapter au timing et qu'on avait déjà pris du temps, donc je vous saluerai très globalement, tous en vos rangs et qualités respectives, comme l'on dit. Tout d'abord, adresser des mots de remerciement à l'Université de La Réunion, à son président de l'université, au président du conseil académique, à sa vice-présidente et à toute l'équipe présidentielle d'avoir invité l'Agence universitaire de la francophonie. On en avait parlé au moment de la présence du recteur Jean-Paul de Godemar début juin, et puis on a concrétisé cette idée, et je vous en remercie, puisque d'une part, ça nous intéressait d'être, selon les mots du recteur Jean-Paul de Godemar, observateur de l'initiative que vous preniez avec les universités ultramarines, avec la CP2U. Et puis par ailleurs, en tant que, on va dire, réseau, et réseau de réseau, on pouvait contribuer à ce qui est l'enjeu de ces 2 journées à ce sujet. Alors, la diplomatie, ce n'est pas un terme que j'employais moi dans mon action, mais comme j'ai compris que c'était un terme en émergence, à la consécration duquel nous participerons peut-être, en tout cas, s'il ne m'est pas familier, il ne m'est pas étranger. Et une diplomatie, c'est pour faire quoi et comment. Et donc ça m'amène à vous dire quelques mots de ce qui n'est pas appelé une diplomatie, mais de l'action de l'Agence universitaire de la francophonie, parce que c'est une stratégie qui a été adoptée en mai 2017, c'est-à-dire il y a 1 an, à Marrakech. Et quand je dis adoptée, c'est parce que nous sommes une association. Quand je dis réseau, nous sommes une association d'établissements, dont l'Université de La Réunion et un certain nombre d'autres établissements qui sont ici, dont l'University of Mauritius. Je ne vais pas tous les citer, puisqu'il y en a 850, donc on serait épuisé et on ne serait pas dans le timing. Mais nous sommes une association, et ça dit déjà beaucoup aussi peut-être de notre mode opératoire diplomatique, pour se situer dans le thème, puisque nous partons effectivement de l'expression des établissements, de ce qu'on peut observer de ces établissements un peu partout dans le monde, dans leur diversité, dans leurs enjeux communs. Et cette stratégie, elle se décline pour la période 2017-2021, puisque nous fonctionnons par programmation quadriennale. Elle se qualifie selon 3 défis. Le premier, c'est celui de la qualité, que ce soit en termes de formation, en termes de recherche ou en termes de gouvernance, qui sont les 3 piliers, on va dire, de la vie universitaire ou d'enseignement supérieur, recherche en général. La question de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des diplômés, qui est un enjeu absolument central, j'y reviendrai, qui passe à la fois, comme ça a été évoqué tout à l'heure, par le lien entre le monde économique et le monde académique, ou le monde économique et le monde économique, qui souvent peuvent s'ignorer ou mal se connaître. Ça passe évidemment par l'adéquation en termes de formation et de besoins dans le monde économique, et y compris en anticipant ce que sont ces besoins vu le contexte de changement qui ont été évoqués tout à l'heure. Et puis, le mot a été employé aussi, notamment par le vice-chancelier de l'Université de Maurice, développer la culture et la pratique de l'entrepreneuriat. Je fais une petite parenthèse pour signaler quand même que nous avons en commun à Maurice un institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat qui a été créé à l'initiative du gouvernement mauricien à la fin des années 90, à l'occasion d'un sommet de la francophonie, que pour l'instant l'AUF en était le seul opérateur, et que depuis 1 an, nous avons signé un MOU, diriez-vous, un accord de coopération et de partenariat, avec l'Université de Maurice d'une part, avec la Chambre de commerce de Maurice d'autre part, et nous-mêmes, qui sommes restés acteurs, mais avec l'idée quand même que ce soit les acteurs locaux qui soient, avec notre appui, des forces de soutien. Et puis la 3e dimension de cette stratégie, je l'ai entendu ici encore ce matin, c'est les universités opérateurs du développement local. Vous disiez, Monsieur le Président, que dans les interrègles, les universités ne participaient pas. Elles le font aujourd'hui. C'est un des signes, ce n'est pas le seul, c'en est d'autres. Et effectivement, c'est de renforcer ça. Alors après,
Je ne vais pas vous faire tout l'exposé, ça existe en ligne, en version 4 pages, 16 pages, 52 pages. Vous pouvez aller lire. Je vous invite quand même à les lire parce que, effectivement, la plupart des personnes ici sont membres, sont acteurs dans des universités ou des établissements membres de l'AUF. Et c'est toujours bien de faire circuler cette information. Mais je ne le faisais pas pour faire une page publicitaire, je le faisais parce que ça me paraissait en résonance directe avec la question de la diplomatie, sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas un établissement universitaire, mais un réseau. Alors après, il y a deux principes qui nous sont chers, qui ne sont pas nécessairement écrits, en tout cas qui me sont chers à moi et qui me permettent de décliner dans le contexte dans lequel je suis, j'y reviendrai, le contexte régional. C'est l'ouverture aux autres, et c'est la question de l'intelligence collective, parce que c'est un postulat pour moi, je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ça paraît être une grande banalité, mais faut-il encore la construire? Parce que la tendance est quand même, ça a été dit, je ne sais plus par quel intervenant précédemment, la tendance, je crois que c'était le vice-président du Conseil général, la tendance n'est pas nécessairement cette ouverture aux autres. Ou quand on prétend s'ouvrir aux autres, c'est plutôt pour soi. Voilà. Alors ça, c'est un mouvement. Et puis, lui est corrélé un deuxième principe, selon mes yeux, c'est le principe de co-développement ou de co-construction, puisqu'il ne s'agit pas d'aller effectivement tel ou tel imposer tel ou tel modèle, mais plutôt de fabriquer des modèles communs à partir de ce que chacun a. Et ça me semble très important. Pour l'AUF avait été fondée, peut-être pas en 1961, donc ça fait déjà plus d'un demi-siècle, et c'est une initiative canado-française, et c'était notamment appuyé sur la question d'une solidarité active entre les établissements, comme on les caractérise, à tort ou à raison, mais du nord ou du sud, en tout cas avec des niveaux de développement qui peuvent être différents. Donc ce principe de solidarité est toujours pertinent aujourd'hui et toujours réactivé dans la stratégie de l'AUF. Alors après, je voulais dire deux choses. Pour ramener au débat ici, aussi en termes de diplomatie. Dans les intitulés, on parle d'université ultramarine et on parle de ce réseau. Et alors, moi qui ne suis plus français, mais francophone, je me dis, c'est un point de vue très franco-français, ça. Ramener dans la région océan Indien. Mais heureusement, vous avez un deuxième thème qui est un réseau océan Indien de l'enseignement supérieur. Et ça me paraît effectivement important, parce qu'il y a une tentative déjà qui a été faite. Alors ça dépend comment on définit l'océan Indien. Il y a plusieurs périmètres. Il y a le périmètre de la COI, mais même déjà celui-là, c'est-à-dire tous les pays insulaires dont M. Waro a remarquablement bien dressé les caractéristiques, ce qui m'évite d'avoir à le faire. J'avais prévu de le faire un peu, mais moins bien que vous forcément. Et comme on nous presse par le temps, donc je pense que la création de ce réseau est vraiment très très important. Je sens une matraque derrière ma tête, me disant, il faut que tu ailles vite. Voilà, donc je peux m'arrêter là, puisqu'après il y aura du débat. Puis après il y avait l'histoire du contexte de paix, contexte de crise. On a la chance ici d'être dans l'interculturalité, vous l'avez très très bien dressé. On ne connaît pas ce contexte, mais effectivement, la paix, ce n'est pas nécessairement un état stable. Donc effectivement, je pense que le monde de la connaissance et la coopération et la diplomatie interuniversitaire contribuent par la connaissance qu'elle apporte des autres, à maintenir cet état de paix. Je vous remercie de ne pas m'avoir coupé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. Alors c'est vrai que le temps court et ce n'est pas très diplomatique pour le coup, mais nous avons commencé avec 20 minutes de retard, mais je souhaite quand même que l'ensemble des intervenants puissent s'exprimer et je crois que l'une des composantes bien évidemment de cette action à l'international pour l'université, c'est aussi donc de s'appuyer très fortement donc sur les postes diplomatiques et de ce point de vue donc monsieur l'ambassadeur de France à Maurice est un partenaire privilégié. Et il va nous parler justement de la façon dont cette action universitaire et cette diplomatie universitaire peut s'inscrire dans un cadre plus général d'action diplomatique. Merci beaucoup Anne-Françoise, Monsieur le Président de l'Université, Madame la Vice-Présidente du Conseil régional en charge de l'Université, Madame la Vice-Présidente en charge de la coopération internationale. Donc comme le temps est très court, je vais juste échanger avec vous quelques remarques pour essayer de répondre aux deux questions que vous avez posées, Anne-Françoise. Dans quelle mesure y a-t-il une spécificité de la diplomatie universitaire? Alors pour moi qui suis un diplomate de carrière, un praticien des relations internationales, il y a beaucoup de
beaucoup de choses à dire. Une diplomatie universitaire, je dirais dans un premier temps, bien sûr, elle a ses spécificités. Parce qu'il y a tous les instruments qui ont été présentés sur lesquels je ne vais pas revenir. La question des partenariats qui est absolument fondamentale dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus connecté et où l'horizon s'est beaucoup élargi. Évidemment, la question de la mobilité des étudiants. Et dans ce contexte-là, moi, un point qui me tient beaucoup à cœur, mais qui tient à cœur aussi aux universités, mais qui tient aussi à cœur, je veux dire, aux représentants des États que sont les diplomates et les ambassades de France à l'étranger, c'est la question des bourses scolaires. Comment est-ce qu'on permet à des étudiants de tous horizons de pouvoir accéder à la mobilité étudiante? Et ça, c'est un élément d'influence important. Donc je pense que c'est un outil, je dirais que d'aucuns présentent comme quelque chose de très classique, mais quand même qui est quelque chose de très très important. Il faut savoir par exemple que la France a octroyé 25 bourses en 2017 à des étudiants mauriciens, et l'Inde en a octroyé 100, le Pakistan 20, la Russie 20, la Chine 30 et le Commonwealth 15-20, et j'oublie d'autres pays qui sont des nouveaux entrants, tels que par exemple l'Arabie Saoudite qui propose des bourses aux étudiants mauriciens. Ce problème, ce sujet, et d'ailleurs on voit qu'on n'est pas si mal classé, d'ailleurs nous, France, est à mon avis à prendre en compte avec deux éléments, un sujet qui est comment vous croisez ça avec les bourses de l'Union européenne. Ça c'est extrêmement important, c'est encore un sujet à mon avis sur lequel il y a encore un travail qu'il faut qu'on fasse, mais qui à mon avis est très porteur. Et l'autre sujet qui est que c'est un élément très clairement, si vous voulez, en termes de financement des études, de bourses scolaires, un élément d'influence important puisqu'on contribue au financement des études des élites de demain. Donc ça, c'est un élément sur lequel je voudrais insister. Donc bien sûr, la diplomatie universitaire, elle a ses propres instruments. Donc j'ai parlé des partenariats, j'ai parlé des bourses, j'ai parlé de programmes spécifiques. Par exemple, à La Réunion, à Maurice, nous allons lancer cette année, je salue notre conseiller de coopération et d'action culturelle, M. Jean-Marc Hassan-Chenaï, qui est là. On va lancer cette année, par exemple, des partenariats Hubert-Curien, qui sont présents dans 60 pays, et Maurice se rajoutera bientôt à cette liste des 60 pays. Et puis il y a des coopérations, de nombreux partenariats, et le Vice-Chancellor de l'University of Mauritius a présenté un certain nombre de partenariats. Alors, en même temps, pour répondre à votre question, la diplomatie universitaire au service d'un pays, elle se place aussi dans le cadre de la diplomatie plus générale. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, à Maurice, dans le cadre de ce qu'on peut appeler la diplomatie universitaire, quels sont les objectifs? D'abord, c'est pérenniser une place très spécifique de la France à Maurice, qui est due à l'héritage historique, à la francophonie, sur laquelle je n'insiste pas, aux nombreux échanges économiques, à la relation bilatérale qui est dense aussi sur le plan politique, sur le plan de la défense. Enfin, dans beaucoup de domaines, la relation franco-mauricienne, France-Maurice, elle est très forte. Mais nous opérons en termes de diplomatie universitaire aujourd'hui dans un contexte de plus en plus compétitif. C'est intéressant de noter que pour un certain nombre de pays dans la zone, et Maurice fait partie de cela, il y a de plus en plus de nouveaux acteurs qui se présentent à Maurice, qui proposent aussi, parmi les nombreux leviers d'action qu'ils ont, de la diplomatie universitaire. Voilà, et donc Maurice, c'est normal, a un certain nombre de partenariats qui se nouent, qui sont approfondis, qui sont développés avec un ensemble d'acteurs internationaux. Et ça, c'est un contexte, et je le dis dans un esprit positif, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs et que donc l'excellence française, les partenariats qu'on peut nouer, eh bien, il faut qu'ils soient de plus en plus compétitifs, originaux, innovants, et qui nous permettent, en termes de partenariat, d'ouvrir des nouveaux chemins. Et par exemple, ce qui a été fait par l'University of Mauritius, l'Université de La Réunion et cette université en Australie, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, parce que c'est quelque chose, si vous voulez, justement, qui sort un peu, je dirais, du cadre, traditionnel, puisque là, on est sur 3 universités. Et j'ai un souhait que j'ai exprimé auprès de Mme Zatarigro, qui est, moi, dans mon esprit, et avant, j'étais comme ambassadeur en Zambie, je trouve que ce serait intéressant qu'il y ait une université africaine qui soit d'Afrique subsaharienne, qui se rajoute par exemple à ce partenariat, parce que là aussi c'est un élément extrêmement important de rayonnement, je dirais, par rapport à la question qui est la vôtre sur les universités ultramarines. Ici, que ce soit à La Réunion ou à Maurice et avec les autres pays
de l'océan Indien, il y a un gigantesque continent à côté, qui est l'Afrique, auquel appartiennent ces îles, et sur lesquelles, je dirais, avec lesquelles il faut nouer des partenariats. Et ça me ramène à ma question de la mobilité, qui est extrêmement importante, comment on attire des étudiants. Alors, bien sûr, il y a cet élément-là. L'idée, c'est aussi, si vous voulez, de promouvoir, bien sûr, l'excellence universitaire française, dont l'Université de La Réunion, auquel l'Université de La Réunion participe, mais c'est aussi via l'excellence de l'enseignement supérieur français, et bien évidemment, approfondir, développer, accroître le rayonnement de la France à l'international. Je voudrais aussi souligner le point extrêmement important de la francophonie, qui est aussi, bien sûr, un point absolument capital, et M. Bataille en a dit un mot. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que spécificité, spécificité, il n'y a pas, puisque, si vous voulez, pour une ambassade, la diplomatie universitaire, elle fait partie des différents instruments que nous avons. Et de ce point de vue-là, ce qui me semble très important de relever, c'est que dans, je dirais, ce champ où il y a beaucoup de compétitions, beaucoup d'acteurs, il faut décloisonner. La diplomatie universitaire, elle est à relier à la diplomatie économique. Il y a des grandes entreprises françaises ou européennes qui contribuent justement précisément par des financements à la mobilité des étudiants. Voilà un exemple. Je ne mentionne pas évidemment les programmes de recherche. Tout à l'heure, quelqu'un parlait, je crois que c'était le recteur, de la problématique du rapport avec les entreprises. Il est évident que pour assurer le rayonnement de l'enseignement supérieur français à l'étranger, je dirais qu'un élément important, c'est aussi les partenariats qu'on peut nouer avec des acteurs privés qui sont intéressés, à la fois en termes de recherche, à la fois en termes de financement, et aussi, et là ça m'amène à un point spécifique qui concerne Maurice, qui est par exemple ce qui se met en place à Maurice dans le cadre des Smart Cities, c'est-à-dire les hubs éducatifs, où nous avons des partenariats tout à fait innovants entre établissements d'enseignement supérieur français, universités ou grandes écoles, et le secteur privé mauricien, qui donc accueille ces universités à Maurice, pour bien sûr apporter un enseignement de qualité aux étudiants et étudiantes mauriciennes, mais aussi en destination des étudiants africains. Donc ça, c'est un exemple intéressant de partenariat. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand je dis que ça n'est pas un outil nécessairement spécifique, il n'y a pas une spécificité, c'est qu'évidemment, ça se conjugue avec la diplomatie qu'on peut mettre en place au plan de la coopération scientifique, ça se met en place, ça se conjugue avec la diplomatie culturelle, c'est-à-dire non seulement bien sûr la promotion d'un certain nombre des arts français ou européens, mais aussi et des dialogues culturels avec le pays où l'on est, mais aussi à travers un certain nombre de formations, et c'est là où les universités reviennent. Donc en fait, si vous voulez, mon message, c'est qu'il faut voir tout cela dans une optique. Quelle est-elle? L'optique de promouvoir l'image de la France, promouvoir le rayonnement de notre pays, promouvoir l'excellence de la France. Et dans ce contexte-là, la diplomatie universitaire a un très grand rôle à jouer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui aussi dans un contexte où il faut trouver des formules innovantes. Et que donc je trouve que ce qui se fait dans la région, entre la Réunion, Maurice et les autres acteurs régionaux, et je l'espère demain avec l'Afrique, ça peut permettre justement, parce que vous innovez déjà, de trouver des formules originales pour contribuer au rayonnement justement de la diplomatie universitaire française. Donc je voudrais vous remercier l'Université de la Réunion d'avoir inscrit à l'ordre du jour de la CPU ce thème de la diplomatie universitaire. Et je voudrais terminer en vous disant que, bien sûr, la diplomatie universitaire est extrêmement importante. C'était aussi le propos que je voulais délivrer aujourd'hui. Elle contribue et très activement et très substantiellement au rayonnement de la France, parce que le rayonnement des idées, des valeurs que nous portons, de l'excellence française, ça fait partie justement aussi de notre diplomatie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos bons mots et pour ces encouragements, donc, et notamment pour votre soutien, donc à continuer, je dirais, dans la perspective qui est la nôtre. Il nous reste exactement 5 minutes pour boucler cette table ronde. Et le dernier aspect, c'est de vous montrer finalement que cette diplomatie universitaire, eh bien, elle existe bien évidemment et elle résiste même en temps de crise, et que si finalement c'est peut-être même la seule diplomatie qui peut survivre. Voilà, et Jacques Combi va nous en parler à travers un certain nombre d'exemples, l'Iran, la Palestine, très rapidement, puisqu'il ne reste, comme je vous l'ai dit, que 5 minutes. Merci. Bien, merci. Alors, je suis sous ton contrôle, car je suis comme tous les intervenants, quand on me donne un micro, je ne m'arrête plus. Donc tu as le droit de me donner un coup de coupe-coupe sur la tête si jamais je dure trop. En introduction, je ne vais pas vous faire un long débat sur ce qu'est la position de la CPU, je vais plutôt être un peu en réaction pour déjà lancer le débat un petit peu. Et puis, pour rassurer tout le monde, 1 heure, c'est pas beaucoup de temps, mais vu l'ampleur du sujet et sa richesse, il y a beaucoup d'années pour travailler dessus. Et il faudra faire beaucoup de workshops opérationnels. Vous allez commencer sur les ateliers. Donc, un sujet extrêmement riche, en effet. Et je rebondirai sur vos propos, monsieur l'ambassadeur, et à la fois sur ceux de notre collègue qui évoquait tout à l'heure cette partition, un peu à la française, si je puis dire, de diplomatie culturelle, diplomatie ceci, diplomatie cela. Il faut chasser un peu en meute, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, s'il y a bien un rôle de la CPU, c'est d'être bien sûr à l'écoute des universités, tout en les respectant, puisque vous savez que nous ne sommes qu'une association. Donc nous essayons d'avoir une position commune, de développer une stratégie commune, et ô combien avec nos ministres et nos postes à l'international. Mais les universités sont autonomes. Donc nous faisons le plus difficile, finalement, comme vous faites un travail très difficile, monsieur l'ambassadeur, c'est d'essayer de réunir derrière la France tout le monde, avec des avis parfois qui divergent. Et tu as parlé de la Turquie, je sais de quoi je parle, puisque j'ai eu ce rôle à jouer. Donc on parle de diplomatie culturelle. Comment ne pas y mettre les universités ? Peut-on dissocier la culture d'université ? Pour moi, c'est impensable. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais nous avons beaucoup d'actions internationales où nous servons une diplomatie culturelle, une diplomatie économique. Comment enlever les universités, acteurs d'économie, qui doivent aller avec les entreprises, l'entrepreneuriat, entrepreneuriat étudiant, création de PME. Nous sommes au cœur de l'innovation, au cœur de la création du développement économique. Donc, c'est pas possible. Moi, je les vois un peu plus comme une diplomatie globale dans laquelle, bien sûr, les universités vont jouer un rôle sans se tromper. Et ce rôle, je n'ai pas le temps de le développer non plus, mais je prendrai un exemple. Il peut aller, c'est vrai, loin lorsque la diplomatie est difficile en temps de crise. Nous avons un rôle de médiation parfois, et ce n'est pas un hasard, je tiens à m'excuser auprès de mon collègue de Maurice, vous m'avez vu obligé de sortir, j'étais en pleine médiation de diplomatie universitaire avec le cabinet de la ministre et avec Thierry Coulon, conseiller du président de la République, où on me disait, pourrais-tu aller ici pour montrer l'importance du lien entre nos universités et un pays considéré, excusez-moi de ne pas en parler parce que c'est en construction, parce qu'il est un peu difficile aujourd'hui d'avoir une expression politique forte de la part du président de la République ou d'un ministre, car le sujet est compliqué. Et la présence française des universités peut servir. Ça, c'est la position de la CPU. Nous sommes autonomes et nous irons partout dans le monde où nous pouvons travailler avec nos collègues universitaires. Non pas pour y faire pour parler politique au sens de la diplomatie française, bien sûr. Jamais je ne me prendrai pour vous. D'abord, je serais bien incapable, ou pour monsieur le ministre Le Drian, bien sûr. Mais par contre, dans des moments compliqués, encore une fois, les universités peuvent servir et nous allons partout, quel que soit le pays, paix, crise ou pas. J'étais en Turquie récemment, je viens d'aller 3 fois en Iran, je suis passé en Palestine et je devais y aller avec le Premier ministre. Et quel était le rôle que nous avions ici, notamment en Iran, où le président de la République, comme le Premier ministre et notre ministre, nous a dit à un moment, ministre des Affaires étrangères, moment difficile entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, vous voyez ce que je veux dire, et que les universités françaises continuent à travailler, montre la présence française universitaire avec les Iraniens est important, et évitera des déclarations, je ne vais pas plus loin, mais qui pourraient fâcher l'un ou l'autre. Donc nous avons même ce rôle de médiation parfois. Encore une fois, nous devons avoir ce rôle, mais bien sûr, dans le chemin tracé par la diplomatie française, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, et évidemment sous son contrôle permanent. Mais c'est un vrai rôle. Alors il y aurait bien d'autres sujets que je voudrais aborder, sujets riches en effet, sujets compliqués. Ce n'est pas Pierre Van de Weck que je voudrais saluer ici, qui est le président de la commission des RI, rattaché là aussi à la CPU et qui fait un travail magnifique. Merci à tous les VPRI. Vous êtes extraordinaires dans ce qu'on peut produire avec vous, qui ignorera cette complexité.
elle s'exprime sur bien des sujets. La définition des thèmes. Vous avez parlé de plusieurs thèmes. Et il y en a un que je voudrais ramener peut-être aussi. Il n'a pas été évoqué, sauf par vous, monsieur l'ambassadeur. Vous avez parlé de villes, de smart grid, les villes intelligentes, le pôle urbain. Je pense que c'est une question qui touche tout le monde. Je sais combien elle peut toucher les villes de l'océan Indien, Saint-Denis, mais aussi Curpip, Port-Louis, pourquoi pas, les difficultés de circulation, les enjeux de revitalisation des centres urbains. Et n'oubliez pas que la France, dans ce domaine, sous l'égide du président de la République et du ministre de l'Aménagement, eh bien, a lancé un programme Cœur des villes qui vise à redynamiser, ça sera plus simple, les centres, et où d'ailleurs je m'inquiète, et je le dis à ma ministre, que les universités ne soient pas assez conviées. Nous devons être dans ces contrats qui vont être signés au niveau local, car nous sommes acteurs de la redynamisation des centres par le patrimoine, par les étudiants, etc., et par ce que nous pouvons faire en recherche et formation. Donc n'oublions pas ce thème, et le thème est tellement proche du monde agricole. Le monde a changé, on ne peut pas parler du monde agricole sans parler des villes, et on ne peut pas parler des villes sans le monde agricole aujourd'hui. Donc je pense que c'est un thème aussi qui me paraît extrêmement important. Un mot aussi sur l'AUF, puisque j'ai le plaisir d'être au conseil d'administration de l'AUF, et nous développons beaucoup. Ça me permettra de rebondir aussi sur l'entrepreneuriat à Maurice. L'entrepreneuriat, nous avons fait aussi un beau programme, la CPU avec l'AUF, sur un entrepreneuriat, on va dire, méditerranéen. Et là, il y a évidemment des choses à développer. Entrepreneuriat étudiant. D'ailleurs, entrepreneuriat étudiant, vous avez création d'entreprise. Ce n'est pas simplement former des étudiants à savoir ce que c'est qu'une entreprise, c'est former des étudiants à créer leur entreprise. Et dans des milieux comme ceux de la Réunion, ou comme on en trouve en métropole, comme on en trouve en Méditerranée, il y a une telle richesse dans l'idée des étudiants à même faire de l'entreprise. Mais là, on doit les accompagner pour éviter, bien sûr, avoir des taux de survie importants. Mais tout ce qu'on peut construire, pas simplement sur les start-up de très haut niveau. Bien sûr qu'il faut faire du start-up avec Veolia, avec Mérieux, mais on peut aussi créer de la PME. Et de la PME qui va faire de l'emploi pour une dizaine d'employés. Je peux vous dire que l'année passée, dans mon université et sur le site de Lyon, nous avons créé 164 PME en 2 ans, avec des étudiants qui parfois ont décidé de ne plus finir leur cursus, tellement ils avaient le souhait de s'engager dans l'entreprise. Donc c'est faisable. La richesse des idées vient des jeunes. Écoutons-les, ne cherchons pas à leur imposer nos modèles. Ils ont déjà une perception du monde bien plus affinée que la nôtre. Par contre, accompagnons-les, parce qu'ils ne sont pas encore de très très grands gestionnaires ou des comptables magnifiques. Donc c'est aussi un sujet international et ô combien dans cette zone. Une dernière chose, je crois qu'il était clair dans les mots de Gilles ce matin que la CPU était au soutien total de ce qui pourrait être créé ici dans la zone, et de ce que vous voulez créer, ici bien sûr, mais ailleurs, aux Antilles, dans toutes nos outre-mer bien sûr, et que c'est un besoin évident. C'est un besoin évident parce qu'elle rendra service bien sûr à l'outre-mer, mais elle va rendre service à la France et à la CPU, je peux vous le dire. On a besoin de votre présence, on a besoin de cette capacité de développement et de la connaissance du site, la connaissance du contexte qu'on ne maîtrise pas. Ça ne doit pas être fait comme un soutien, comme une collaboration, comme une coopération. Ces mots-là sont des mots du passé, d'un autre monde français. Ça doit être fait aujourd'hui en co-construction. Co-construction avec la métropole, co-construction avec vous, bien sûr, monsieur l'ambassadeur, les pôles, co-construction avec l'État, co-construction avec les entreprises et bien sûr les organismes pour développer la mobilité. Vous avez dit comment développer la mobilité ? Eh bien, on a besoin de travailler avec vous là aussi, bien sûr, puisque cette mobilité, elle va dépendre aussi de la politique migratoire de la France, et que la politique migratoire de la France ne doit pas être toujours confondue avec une politique migratoire universitaire. J'ai quelque chance de pouvoir en parler avec le ministre de l'Intérieur, puisque vous savez que c'est M. Collomb de Lyon, donc ça fait quelques années que je le fréquente, mais c'est une vraie question de fond, et elle n'est pas du tout polémique. Elle est bien sûr de dire ensemble comment peut-on faire, avec du soutien, mais aussi une facilité pour les visas. Et quand on parle d'Iran, quand on parle d'Irak, ce sont des moments compliqués, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer, mais c'est possible de le faire, on le fait bien, et on le fait de plus en plus en ce moment. Voilà, je voulais juste m'arrêter là-dessus, et puis les débats ne seront pas longs, mais je suis là 2 jours, donc si vous avez le souhait de partager quelque chose avec moi, je suis à votre disposition, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Nous allons conclure. Malheureusement, je pense que nous prendrons le ton du débat, je dirais, pendant la pause. Et j'en suis désolée. 3 mots peut-être pour conclure. 3 adjectifs qu'il faut retenir. Autonome, sans doute, global et intégré. Autonome, parce qu'on a compris que la diplomatie universitaire a des spécificités. Globale, parce qu'elle doit intégrer, je dirais, différents aspects, y compris notamment donc l'innovation pour faire le pont, notamment avec tout simplement la diplomatie économique dont vous parliez tout à l'heure. Ce n'est qu'un des aspects, bien évidemment. Et puis intégré,
accélérer parce que tout simplement, elle doit se développer en cohérence, bien évidemment, avec des politiques régionales et plus particulièrement avec une politique donc nationale. Je vous remercie, chers invités, chers amis. Merci également donc à vous ici présents et je vous propose de prolonger les débats plus tard, voilà, puisque nous avons pris un peu de retard.